cher Bernard, Vincent, cher Bernard. Bonjour. Alors, nous allons peut-être entrer directement dans le vif du sujet, puisque nous avons finalement beaucoup d'aspects de ton travail à évoquer. Alors, je vais te poser une première question. Alors, j'ai prévu diverses questions un peu massives sur l'ensemble de tes recherches, et puis à l'intérieur de ces questions, on pourra évidemment improviser d'autres détails ou d'autres développements. Alors la première question que je voudrais te poser, qui sont toutes des questions d'ailleurs qui m'intéressent beaucoup, parce que finalement c'est souvent des aspects de ton travail dont on n'a pas parlé de façon directe ou de façon globale. La première question, elle porterait sur les morisques. C'est-à-dire sur le fait que quand on consulte ta bibliographie, et d'ailleurs tu m'as dit dans un échange récent que tes tout premiers articles étaient déjà comme ça envisagés sur ce dossier, mais si on regarde ta bibliographie, on s'aperçoit que tu as un livre en 78 qui est consacré aux morisques, et un autre en 2017 qui est lui aussi un ensemble de recherches sur les morisques, donc c'est vraiment un fil rouge qui traverse tout ton parcours. Donc la question que je voudrais te poser, c'est comment est-ce que quel bilan est-ce que tu fais de ce dossier en tant qu'historien de l'Espagne? Qu'est-ce qu'il t'a apporté, puisque comme historien de l'Espagne, tu as vraiment la singularité, entre autres, de t'être orienté et d'avoir travaillé sur l'histoire de l'Espagne à travers cette entrée? En effet, oui, j'ai publié un premier article sur les morisques, donc sur ces descendants des musulmans, sur les musulmans convertis en Espagne au début du XVIe siècle et leurs descendants, jusqu'au moment de l'expulsion au début du XVIIe siècle. J'ai publié un premier article en 1970. Bon, c'est dire que ce sont des compagnons qui ont été près de moi tout au long de ma vie professionnelle. Alors, en quoi ça peut concerner l'histoire de l'Espagne? D'abord, la question, en somme, de communautés, de confessions distinctes, est quand même un problème majeur de l'histoire de l'Espagne moderne. Alors, en ce sens, ça m'a intéressé depuis le début, et évidemment, il y a une évolution qui s'est produite au fil des années, parce que j'étais en dialogue avec de très nombreux chercheurs sur cette question. Mais il me semble que il y a beaucoup d'idées reçues en somme, sur cette approche d'une minorité au sein de l'Espagne moderne. Il y a le mythe, en quelque sorte, des trois religions, enfin qui, tout au long du Moyen-Âge, seront bien entendu. Bon, c'est un mythe. Bon, mais inversement, on a beaucoup insisté sur l'idée d'une Espagne vraiment unique dans le monde européen, qui se ferme à tout individu qui soit autre. Et il me semble que là aussi, c'est une idée reçue qu'il fallait combattre. Donc, l'histoire de l'Espagne moderne est de ce point de vue extrêmement complexe. Les échanges entre les différentes communautés d'origine juive, d'origine musulmane et vieille chrétienne ont été permanents, surprenants souvent, et ceci donc me semble être une dimension absolument essentielle de l'histoire de la monarchie hispanique. Mais tu t'es intéressé spécialement au dossier des morisques, qui était finalement moins traité ou moins considéré que celui des conversos juifs. Certainement. Et pourquoi je m'y suis intéressé? Il y a une part de hasard, indéniablement. J'ai travaillé beaucoup sur l'Andalousie, alors que au moment où je me suis mis à y travailler, je ne connaissais pas la région d'Andalousie. Donc il y a une part de hasard, des rencontres avec mon bon vieux maître Pierre Villard qui m'a incité à travailler sur cette région, bon, par exemple. Mais
il y a aussi, en quelque sorte, ce qu'a été ma formation profonde quand j'étais étudiant, et dirais-je ma formation politique. Je suis un individu qui a été marqué très profondément par la guerre d'Algérie. Je me suis engagé politiquement, syndicalement au cours des études, et donc l'islam m'a intéressé de manière très précoce, et donc m'intéresser au maurisme et par là à l'islam était pour moi tout à fait fondamental. Ce qui est du coup une autre de tes singularités, puisque tous ceux qui se sont intéressés à la guerre d'Algérie ne se sont pas intéressés à l'islam en même temps. Non, mais bon, il y a eu un terrain là ouais. Qui était propice. Bon, à ceci s'est ajouté une question qui effectivement posait beaucoup de problèmes qui n'étaient pas résolus. J'ai, me semble-t-il, apporté un regard d'un étranger à l'Espagne, en quelque sorte, qui avait une certaine familiarité avec le monde musulman, que n'avaient pas obligatoirement les Espagnols. De surcroît, quand j'ai commencé, bon, on en était encore à la dernière période du franquisme. Donc je me suis engagé dans cette voie dans des conditions très particulières. Oui, d'autant plus que ce n'était pas non plus une approche qui dominait les positions politiques de gauche sur l'Algérie, de toute manière. Non. De considérer le facteur religieux dans l'indépendance comme... Oui, comme mais important. Il y a le facteur religieux, mais j'ai toujours tenté d'aborder la question des Maurices d'une manière globale. Le religieux est évidemment au cœur, mais ce qui m'intéresse et ce qui m'a toujours intéressé, et encore aujourd'hui, c'est l'histoire sociale, plus particulièrement, et donc j'ai essayé d'aborder les relations entre les différentes communautés, en somme dès le début. On y reviendra d'ailleurs à cet aspect-là. Mais donc là, tout ce qui concerne les Maurisques reste essentiellement méditerranéen, là comme tu le montres bien, aussi bien implicitement dans ton rapport politique avec l'Algérie ou explicitement de toute manière dans la question maurisque en Espagne. Et puis en 91, là aussi il y avait finalement une circonstance qui était une circonstance commémorative, mais tu publies ce livre qui s'appelle 1492, suivi d'un second avec le jeune Jean-Frédéric Chaube sur les royaumes ibériques, presque immédiatement après. Et alors ma question ce serait qu'est-ce qui a représenté ce virage américain finalement dans un travail qui pour toi était resté jusqu'ici, surtout méditerranéen. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette aventure américaine? Il est évident que j'ai eu un travail à dominante méditerranéenne dans un premier temps, et je n'ai jamais abandonné la Méditerranée jusqu'à aujourd'hui. Mais en fait, le tournant atlantique, appelons-le ainsi, que tu situes en 91-92, c'est en fait un tournant qui est mûrement réfléchi depuis un certain nombre d'années. Si j'essaie de réfléchir à ce que j'ai fait comme enseignement, les relations entre l'enseignement et la recherche sont quand même très, très précis, et de fait j'ai organisé un enseignement sur 1492 à l'école des hautes études en sciences sociales. J'ai eu un séminaire sur cette question avant même de faire ce livre, et j'ai tenté en quelque sorte de penser aux dimensions atlantiques de la monarchie hispanique ou des monarchies ibériques en général, je veux dire le domaine portugais aussi, plusieurs années auparavant, et donc si mes recherches continuaient à être des recherches méditerranéennes, le virage a été initié un peu plus tôt, et à travers particulièrement, dirais-je, la formation de jeunes chercheurs avec qui j'ai travaillé, toute une série de doctorants par exemple, et au sein du séminaire,
et donc la dimension atlantique avait émergé. Et du coup, quand on m'a demandé de faire ce livre, parce que le livre de 1492 a été une commande d'un éditeur, bon, ça s'imposait en quelque sorte. J'étais prêt à essayer de me lancer dans une aventure de ce type. Et qu'est-ce qui t'intéressait d'abord dans cette orientation atlantique de ton enseignement? Quelles étaient les lignes directrices? Les lignes directrices, je me suis intéressé d'abord, une question que je me suis posée dans ce livre, c'était pourquoi l'Espagne en 1492 s'est-elle lancée dans cette entreprise incroyable, comment essayer de comprendre ce qui s'est passé et essayer de réunir tous les événements qui se sont produits en 1492. Donc, je n'ai pas oublié les dimensions méditerranéennes, c'est-à-dire l'expulsion des Juifs, la prise de Grenade, bien entendu, mais j'ai évidemment consacré des pages à l'aventure américaine, dans toutes ses dimensions autant que possible, et donc il y avait un phénomène global. Je voulais comprendre ce qu'était la monarchie hispanique dans son ensemble. J'ai été frappé très vite, en somme dès le début de mon travail, c'est-à-dire dans les années 70, déjà, j'ai été frappé par le fait que parmi les hispanistes, il y avait ceux qui travaillaient sur l'Espagne et il y avait ceux qui travaillaient sur l'Amérique. Et il y avait très peu de liens entre les uns et les autres. Il y avait une coupure qui me paraissait absurde. Et donc, j'ai tenté assez vite de surmonter cet obstacle et de faire en sorte qu'on s'intéresse à toutes les parties de cette monarchie, qu'elle fût européenne, américaine, africaine. La dimension africaine m'a toujours intéressé. Elle m'intéressait d'autant plus que, à travers le prisme des Maurices, que je m'intéressais à l'Afrique du Nord, puisque les Maurices ayant été expulsés au début du XVIIe siècle, l'immense majorité est allée s'installer au Maghreb. Bon. D'autres sont allés en Méditerranée orientale, j'ai essayé de ne pas l'oublier, mais ce qui était fondamental, c'était le Maghreb. Et puis, il y avait toute la progression donc, espagnole et portugaise sur le continent africain, que l'on oublie souvent, et qui me semblait devoir être prise en compte, voire le domaine asiatique, bien entendu. J'ai été frappé par ce qu'a représenté la monarchie hispanique entre 1580 et 1640, c'est-à-dire au moment de l'union des deux couronnes entre l'Espagne et le Portugal, et avec cette dimension planétaire de cette monarchie, c'est quelque chose de fascinant. Donc, essayer de tenir la monarchie par tous les domaines territoriaux. Et aussi, si on entre un peu dans le détail de cette histoire globale, finalement, l'enjeu, c'était aussi de produire des allers-retours entre les différents espaces. Et là, il me semble que c'est une clé de ton travail sur l'esclavage, puisque finalement, si l'ouverture atlantique a certainement été, en particulier par ce passage africain, un aspect important dans ton travail sur l'esclavage, il y a aussi toute la découverte de l'esclavage européen, qui a été finalement un effet en retour de cette aventure américaine. C'est pas un effet en retour, parce que mes premiers travaux sur l'esclavage méditerranéen, en somme l'esclavage en territoire espagnol ou portugais, c'est-à-dire la péninsule ibérique, je crois que mon premier article, j'ai dû l'écrire en 1983 ou 84. Bon, il a été publié dans une revue, je crois, en 85, puis ensuite il a été repris dans un volume de travaux divers en 87. Et c'était l'esclavage à Malaga. Donc, c'était plusieurs années avant la découverte de l'Amérique. Voilà. Donc l'esclavage m'intéressait déjà à ce moment-là, parce que il m'est apparu que c'était une question extrêmement intéressante, totalement oubliée, et pour ne pas dire occultée. Il n'y avait pratiquement rien, sauf un magnifique article dans les années 1950
d'Antonio Domínguez Ortiz, qui a été un grand historien du monde hispanique, sans doute l'un des 2 ou 3 plus grands historiens du XXe siècle, et avec qui j'ai eu des relations privilégiées, puisqu'on a fait un livre ensemble sur les Morisques. Et donc, cet article qu'il avait écrit dans les années 1950 avait attiré mon attention, et depuis, ensuite, il n'y avait pas grand-chose. Un autre de mes grands amis, Bartolomé Benassar, avait écrit des pages diverses dans diverses publications sur l'esclavage en Espagne, mais il insistait beaucoup sur l'idée selon laquelle il s'agissait d'un phénomène de luxe, enfin que les esclaves étaient au service de gens très puissants, enfin, et les accompagnaient dans leurs déplacements. Et donc j'étais pas très satisfait par cette interprétation, et j'ai voulu montrer déjà dans l'article sur Malaga à quel point les esclaves étaient un objet, une marchandise que l'on échangeait, que l'on vendait, etc. Et que l'on faisait travailler, enfin vraiment dans des domaines très divers, et des tâches très pénibles leur étaient consacrées. Du coup, je me suis intéressé à l'esclavage, et très naturellement, je me suis intéressé à l'esclavage dans le monde américain. Et alors, ce qui me semble-t-il est important, et ça correspond aussi au virage que tu évoquais tout à l'heure, 91-92, et ce livre sur 1492, c'est-à-dire, dans la perspective d'essayer de comprendre ce qu'a été la monarchie hispanique dans son ensemble, j'ai été attiré par le monde américain que je ne connaissais pas, et mon premier voyage, en somme, dans le monde américain, je l'ai effectué précisément en 1992. Je suis allé à Porto Rico, bon, je suis allé aussi à New York, mais je suis allé à Porto Rico, c'est mon premier ancrage, en somme, dans le monde hispano-américain. Et puis, à partir de là, je suis allé très régulièrement dans divers pays ibéro-américains, au point qu'aujourd'hui, je les connais presque tous. Je suis allé... mon deuxième voyage dans le monde ibéro-américain, ça a été l'Argentine en 1996. Et puis après, au Mexique, au Brésil, au Chili, au Pérou, en Bolivie, etc., au Nicaragua. Mais alors, du point de vue de cette pérégrination, justement, comme on se connaît depuis longtemps, je me souviens que très souvent, tu revenais d'un voyage américain en ayant glané quelques nouvelles informations sur Benoît de Palerme, que tu recherchais beaucoup, qui est une figure qui t'intéressait en particulier du point de vue du rapport avec les populations noires, donc du point de vue, grosso modo, de toute façon, de la question de l'esclavage. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur cette figure de Benoît de Palerme? Parce que, comme ton discours est un discours d'histoire sociale, tu insistes d'ailleurs à l'instant sur le fait que l'esclavage n'était pas un phénomène très marginal, mais au contraire un fait social massif. Mais en même temps, tu t'intéresses, et ce sera une des dimensions aussi de la question religieuse, tu t'intéresses aussi à certaines figures éminentes qui ont incarné en quelque sorte à un certain moment un destin historique. Donc Benoît de Palerme, dis-nous-en un peu plus. Oui, donc je me suis intéressé à l'esclavage américain dans son ensemble. J'ai lu beaucoup d'ouvrages et j'ai eu un séminaire qui était important aussi à l'EHESS, qui était un séminaire que... D'abord, j'ai eu un séminaire sur l'esclavage avec Alessandro Stella, et puis après nous avons fait un séminaire aussi, tous les deux, avec Myriam Cotias et Roger Bott. C'est-à-dire, c'était vraiment un séminaire qui s'intéressait à l'esclavage en Afrique, en Amérique, etc., et dans la longue durée. Bon. Ça a été pour moi un séminaire important où j'ai appris beaucoup de choses. Et bon, parmi les aspects de l'histoire de l'esclavage qui m'ont intéressé, il y a eu la question de la sainteté des Noirs, qui m'a beaucoup accaparé parce que, de fait, très peu de personnes s'y intéressaient, en tous les cas en Europe, et j'ai découvert en Amérique la présence enfin, de ces dévotions un peu partout, plus particulièrement, dirais-je, c'est au Brésil
vraiment ça m'a profondément marqué un peu partout, que ce soit à Rio, à Ouro Preto, enfin c'est extrêmement important, mais je pourrais dire à Olinda, à Recife, à Salvador de Bahia. Bon, j'ai découvert la présence de Benoît de Palerme, mais aussi d'autres saints noirs, Iphigénie et Lesbane. Bon, au Pérou, Martin de Porres. Tout ça est important. Et bon, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de travaux sur les dévotions en Europe à ces saints et pas de travaux sur l'ensemble des territoires. C'est-à-dire il y avait des choses, des petits travaux généralement sur Benoît de Palerme à tel endroit au Brésil, mais finalement pas grand-chose. Bon. Donc c'est un thème qui s'est développé. Alors moi je me suis intéressé, bon, entre autres plus particulièrement à Benoît de Palerme, parce que Benoît de Palerme est un personnage qui a vécu au XVIe siècle. Il est né en 1526, il est mort en 1589, et on l'appelle Benoît de Palerme parce que c'est un Sicilien qui était un fils d'esclaves qui ont été probablement affranchis avant sa naissance. Et Benoît de Palerme est entré, après toute une série de tribulations, dans l'ordre franciscain, et il est mort en odeur de sainteté dans un couvent dans un couvent franciscain aux portes de Palerme, d'où son nom. Et alors la dévotion à Benoît de Palerme est quelque chose de vraiment fascinant. Immédiatement sur place à Palerme, mais la dévotion s'est développée en Espagne et au Portugal, et de là elle est passée très rapidement en Amérique. Bon, une diffusion extrêmement rapide, et bon, qui m'a intéressé. J'ai essayé d'en voir les étapes, d'en voir les lieux. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi. Je crois être un homme de terrain, donc j'aime bien voir les choses, j'aime bien circuler, donc je suis allé voir ça et là les représentations qui pouvaient en être faites, les tableaux, les sculptures, enfin bon, il y a un inventaire que j'ai tenté un peu de faire, modestement, et bon, et puis j'ai rencontré d'autres chercheurs, c'est-à-dire, il y a eu un temps où l'intérêt pour la sainteté des Noirs, enfin, s'est développé un peu partout, et donc il y a eu des rencontres, enfin, et ainsi c'est une dimension de l'histoire de l'esclavage qui n'existait pas, qui aujourd'hui s'est imposée en quelque sorte internationalement. Et est-ce qu'au-delà de cet aspect global de la figure de Benoît de Palerme, est-ce qu'il y a aussi des connexions concrètes entre les dévotions européennes et américaines pour ce même personnage, des confréries qui auraient été en relation, Alors, les confréries, il est né des confréries un peu partout. On a des confréries très tôt en Espagne, ou bien il y avait déjà des confréries qui réunissaient les Noirs spécifiquement. D'ailleurs, il y a eu des confréries qui admettaient des Blancs et des Noirs, mais souvent il y a eu des conflits internes, et les Blancs ont fini par rejeter les Noirs de ces confréries. Donc ces derniers ont créé leur propre confrérie. Et ce que l'on constate, c'est, par exemple, beaucoup des confréries noires ont été placées sous l'invocation du rosaire, Notre-Dame du Rosaire. Ceci nous indique que, à l'instigation souvent avec le soutien des dominicains, pour qui, comme l'on sait, comme tu sais parfaitement, la dévotion au rosaire a été décisive, mais
c'est assez rapidement, donc au XVIIe siècle, ces confréries ont été placées sous l'invocation également de Benoît de Palerme. Et donc, il y en a en Europe, il y en a en Amérique, il y en a absolument partout. Il y en a en Afrique, par exemple, en Angola. Alors peut-être que pour élargir maintenant la fin de cet entretien, peut-être que, mais Benoît de Palerme nous y conduit, il y a deux questions qui pour moi sont très importantes et complexes. La première question finalement, c'est comment est-ce que maintenant tu réfléchis sur cette dimension religieuse qui a été présente dans beaucoup d'aspects de ton travail, tout en insistant toujours, et tu l'as redit d'ailleurs au début de l'entretien, sur le fait que tu es un spécialiste d'histoire sociale et non pas d'histoire religieuse. Donc comment est-ce que tu situes la part religieuse de ce travail dans l'histoire sociale? Quelle est ta position de ce point de vue-là? Donc, bon, tu le dis parfaitement, je crois être un historien du social, bon, mais j'ai été marqué d'une part par l'enseignement de Pierre Villard, de ce point de vue très profondément. J'ai cru, et je crois encore, à l'histoire globale. Il parlait, lui, d'histoire totale. Et donc, j'appartiens à une génération qui a fait beaucoup d'histoire socio-économique. Bon. Aujourd'hui, l'économie, on l'oublie, hélas. Bon, c'est quand même une dimension fondamentale. Je regrette beaucoup que beaucoup de chercheurs ne s'y intéressent pas du tout. Mais la dimension religieuse, d'ailleurs, m'a toujours paru importante, et le cas Maurice le montre bien. Bon, donc, je me suis intéressé aux religieux dès les années 70, dès le début de mes travaux, et le religieux est au cœur de la société. À l'époque moderne, je dirais, aujourd'hui, on en voit les traces un peu partout. Et précisément, je suis atterré souvent de voir à quel point les étudiants d'aujourd'hui ne savent pas lire le monde dans lequel ils vivent, de ce point de vue. Donc, en tant qu'historien du social, la dimension religieuse me semble être une dimension vraiment qui est au cœur des sociétés, et donc il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, je connais mes limites, je n'ai aucune formation, par exemple, théologique, c'est-à-dire, bon, je lis, bien entendu, mais là-dessus, je me garde d'entrer dans un domaine que je traiterai probablement mal. En revanche, tous les aspects sociaux du religieux, ou tous les aspects religieux du social, me paraissent importants, c'est-à-dire du côté des pratiques. Je crois pouvoir apporter quelque chose. Pour prendre l'exemple donc des saints noirs, enfin c'est quand même passionnant de pouvoir aller dans n'importe quel pays américain, d'entrer dans des églises, de constater la présence de ces saints, de voir des personnes qui sont au pied de ces statues. Enfin bon, c'est ça qui m'intéresse, en quelque sorte. Bon, cela est vrai pour aujourd'hui, mais cela est vrai pour le passé également. Et c'est sûrement ce que tu signifies quand tu parles du religieux au cœur des sociétés, c'est précisément le fait de t'intéresser plutôt aux pratiques dévotionnelles, plutôt aussi à ces pratiques dévotionnelles dans des lieux socialement marginaux, plutôt qu'à ce qui serait la grande histoire institutionnelle, disons, de l'Église centrale. Oui, sans doute, encore que, je n'oublie pas qu'il y a une histoire institutionnelle de l'Église, mais tu as raison d'insister là-dessus. Par exemple, ce qui m'intéresse beaucoup dans le cas des dévotions au Saint Noir, les confréries que nous évoquions il y a un moment, elles ont évolué, et par exemple, il y a une confrérie que l'on appelle populairement à Séville de los Negritos, aujourd'hui
qui fait partie des confréries dont on va voir la procession de Semaine Sainte avec beaucoup d'intérêt. Il n'y a pas un noir qui défile dans la procession. C'est-à-dire, dès la fin du XVIIIe siècle, il n'y a plus un noir appartenant à la confrérie. La population noire a disparu parce que l'esclavage a décliné. En Espagne, bon, l'esclavage a été important vraiment au XVIe siècle et au cours de la première moitié du XVIIe. Il décline, sauf dans quelques lieux particuliers comme Cadix, qui est un grand lieu du commerce, et donc l'esclavage s'y maintient. Mais ailleurs, bon, il diminue progressivement, et donc les confréries se maintiennent, elles, avec la dévotion donc à des saints noirs, mais les dévots sont des blancs. Ouais, ouais. Bon, et moi j'ai été frappé d'aller à Rio, par exemple, voir l'église de Sainte-Iphigénie. Bon, il y a une grande dévotion, et la population qui fréquente cette paroisse est une population de couleur blanche. Et chez ces dévots, quelle est la part du monde laïque et quelle est la part du contrôle ecclésiastique? Alors ça, c'est une question extrêmement difficile, qui est à mon avis assez mal étudiée. Donc, au sein des confréries, il y a évidemment une équipe qui administre la confrérie, ce sont des confrères, donc ils sont élus, enfin par leur père, mais sous le contrôle de l'Église, et on veille à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Alors, par exemple, c'est quand même assez amusant, parce que on aime beaucoup la participation de ces confréries dans les grandes processions, que ce soit la Semaine Sainte, ou que ce soit pour la fête Dieu, et entre autres, elles attirent les regards de tous parce que les confrères dansent, enfin bon, mais en même temps, on veille, l'Église veille à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Donc il y a un contrôle permanent. Alors enfin, peut-être comme le temps court, peut-être une dernière question qui touche aussi vraiment à tes travaux d'aujourd'hui, une question qui portait sur l'historiographie, c'est-à-dire, il me semble que dans ces dernières années, tu t'es de plus en plus intéressé peut-être à une sorte de retour critique sur l'histoire de l'hispanisme, en particulier à travers la figure de Marcel Bataillon, qui t'intéresse beaucoup, et des relations du réseau extraordinaire de Bataillon dans justement le monde hispanique. Alors, est-ce que tu pourrais, des hispanistes, alors est-ce que tu pourrais nous dire d'une part pourquoi est-ce que tu as ce souci historiographique, et d'autre part, comment tu te situes toi-même dans cette histoire, puisque tu as déjà donné un indice tout à l'heure en disant que ce qui t'avait intéressé, c'était l'histoire globale des monarchies en particulier, hein, pour lutter contre ce clivage entre une histoire américaine et une histoire européenne. Mais est-ce qu'il y a d'autres dimensions qui t'apparaissent spécifiques à ton travail, et donc comment est-ce que tu te situes dans cette historiographie dont tu as fait un objet, mais dont tu es aussi un sujet? Effectivement, l'historiographie m'intéresse beaucoup, et bon, question d'âge, on me demande des témoignages sur des historiens que j'ai pu connaître et dont j'ai partagé des travaux quelquefois. Alors tu évoques Marcel Bataillon. Bon, je pourrais parler aussi. Je viens de terminer un texte sur José Antonio Maravall, qui est un autre des grands historiens espagnols du XXe siècle. Et alors, ce qui m'intéresse aussi dans cette étude, c'est, je suis d'une certaine manière un historien, d'abord je dirais généraliste, et un historien contemporanéiste frustré. J'avais songé dans un premier temps à travailler sur l'anarchisme espagnol. Bon, et c'est Pierre Vilar qui en quelque sorte m'a incité à modifier mes intérêts.
pour diverses raisons, parce que travailler sur l'anarchisme dans les années 1960, c'était quasiment impossible. On n'avait pas accès aux archives. Bon. Donc je me suis reporté sur le XVIe siècle, XVIe et XVIIe siècle, et je ne regrette rien. Mais le monde contemporain m'a toujours intéressé, le XXe siècle, bon, la guerre civile, le franquisme, tout ça m'a intéressé. Et donc le parcours des historiens, soit des historiens espagnols, soit des historiens hispanistes, plus particulièrement français, m'a intéressé, enfin, et les réseaux qui ont pu exister, les travaux qui ont été publiés dans des circonstances parfois assez difficiles, bon, et même, dirais-je, la reconstitution des vies des uns et des autres, puisque je parlais de Maravaille, enfin Maravaille qui a été phalangiste, et dont on dit qu'il s'est converti en quelque sorte à la démocratie au cours d'un séjour qu'il a effectué à Paris au début des années 50. Donc je crois avoir démontré que son évolution qui est réelle, elle a été très lente et ne correspond pas tout à fait à ce qui a pu être dit. Bon. Mais bon, j'ai bien connu Maravaille, et c'est une personnalité extrêmement intéressante, mais précisément réfléchir au lien entre l'histoire et les régimes successifs, par exemple, bon, et comment ont fonctionné ces réseaux entre Espagnols et étrangers qui travaillaient sur l'Espagne. De ce point de vue, la figure de Bataillon est une figure qui est fantastique, superbe, parce que c'est un chercheur qui a manifesté une indépendance totale tout au long de sa vie, qui a écrit des ouvrages extrêmement importants, qui a été en relation avec le monde intellectuel espagnol de son époque de façon totale, et qui par ailleurs, alors ce qui est aussi un immense avantage, je travaillais sur les uns ou sur les autres, je travaillais aussi sur Braudel par exemple, de ce point de vue, Braudel et l'Espagne m'intéressent. Ces hommes et ces femmes écrivaient beaucoup, et ont laissé énormément de traces, et dans le cas de Bataillon, on a tout conservé. Enfin bon, comme tu le sais, puisqu'on travaillait ensemble sur Bataillon aussi, quand même, il a écrit tous ses cours, et en particulier les cours qu'il a donnés au Collège de France, il écrit de la première à la dernière ligne. Et il y a là toute une œuvre qui est inconnue, en quelque sorte, méconnue, disons pour le moins, et que l'on essaie de publier, parce qu'il y a là des perles. Et puis c'est aussi un autre voyage américain, Bataillon, puisque historiographiquement, c'est important, je pense, pour toi, que ce soit aussi un homme de l'Amérique. C'est aussi un homme d'Amérique, et d'une certaine manière, bon, si je peux essayer de faire des comparaisons, enfin c'est un peu excessif, mais enfin, Bataillon a eu une sorte de conversion américaine au cours de son premier voyage de 48, et donc il me semble que de cette manière, mon voyage de 92 a été assez décisif aussi dans une évolution. Et de fait, Bataillon est l'exemple même de ce qu'il faut faire, me semble-t-il. C'est-à-dire de prendre l'ensemble de la monarchie hispanique dans toutes ses dimensions territoriales et dans toutes ses dimensions. Bon, Bataillon s'intéressait à la spiritualité, mais il s'intéressait à d'autres aspects de l'histoire, qu'elle ait été politique, économique, enfin, c'était vraiment un très grand esprit, et c'est absolument passionnant de travailler sur ce qu'il a pu faire. Et donc via Bataillon, on reviendrait finalement à l'autodéfinition que tu donnais de ton travail comme étant un travail d'approche globale de la monarchie. Certainement, c'est un bel exemple à suivre. Rare, sans doute. Enfin, rare, pas tout à fait, parce que c'est quand même une caractéristique des grands hispanistes français de s'être intéressés à la fois
à la péninsule ibérique. Et quand je dis la péninsule ibérique, j'insiste, c'est-à-dire s'intéresser à l'Espagne et au Portugal. Ça me paraît extrêmement important. Il y a eu une coupure entre les deux qui est absurde. Bon. Donc Espagne et Portugal et les territoires dans d'autres continents, plus particulièrement américains, parce que ce qui est vrai de Bataillon est vrai. Villars a fait des voyages importants en Amérique. Robert Ricard, que l'on oublie beaucoup, et qui était un ami intime, dirais-je, de Bataillon, bien que tous les deux ne partageaient pas les mêmes opinions, il est loin de là. Mais Ricard, pour lui, le Mexique a été très important, ainsi que l'Afrique du Nord. Enfin bon. Donc il y a eu une constante qui a été celle de François Chevalier, qui a été un très grand hispaniste, spécialiste plus particulièrement du Mexique, mais qui a eu aussi un rôle important en Espagne, etc., etc. Très bien. Eh bien, écoute, je crois que notre temps est écoulé. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt.